De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Merci de nous avoir suivis la semaine passée. Merci pour vos contributions. Merci parce que vous nous avez envoyé vos questions. La RDC a ratifié plusieurs traités internationaux. Les crimes commis dans des guerres, surtout la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a émis le vœu de mettre en place la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. De quoi il s'agit, ce concept de justice transitionnelle? Pour comprendre la teneur et les éléments, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous le professeur Eugène Bakama Bopé, docteur en droit de l'université d'Aix-Marseille en France. Il est aussi président du Club des Amis du droit du Congo, membre du groupe des experts africains sur la justice pénale internationale. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon interlocuteur de ce soir. Professeur, nous vous saluons. Merci beaucoup, bonjour. Professeur, nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous allons parler d'un thème qui sort de l'ordinaire dans le domaine du droit. Premièrement, qu'est-ce que nous comprenons par justice transitionnelle? Ok, merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour m'avoir reçu sur votre plateau. La justice transitionnelle, la définition de la justice transitionnelle est plus ou moins controversée. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'unanimité autour de la définition, mais la définition qui est plus ou moins retenue aujourd'hui au niveau de la doctrine, c'est la définition qui a été retenue par le secrétaire général des Nations Unies et qui considère la justice transitionnelle comme étant un éventail de mécanismes judiciaires et non judiciaires qui permettent à une société qui sort d'un conflit et à mettre en place ces mécanismes pour répondre à ces passés violents. Donc il s'agit des mécanismes d'un côté judiciaire et de l'autre non judiciaire qui permettent de résoudre ou de faire face à un passé violent, notamment de violations massives des droits de l'homme dans une société. Vous avez parlé de violations de droits de l'homme. La justice transitionnelle est liée de quel type de droit ou quel domaine? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est liée du droit humanitaire, par exemple? La justice transitionnelle entretient des relations avec le droit international humanitaire parce que quand il y a des violations, par exemple, quand on parle de violations de droits humanitaires, c'est beaucoup plus de violations du droit de la guerre. Donc on voit ici les 4 conventions de Genève. Mais la justice transitionnelle entretient des relations avec ces disciplines. Mais aujourd'hui, elle est considérée comme une discipline propre parce qu'il s'agit ici des mécanismes. Et parmi ces mécanismes, il y a les 4 piliers. Donc il y a la justice, il y a la recherche de la vérité, il y a les réparations et les garanties de non-répétition. Donc ce sont là les 4 piliers qui forment la justice transitionnelle. Dans les 4 piliers, maintenant les téléspectateurs qui nous suivent, en tant que qui vous venez parler de la justice transitionnelle en RDC, si on doit vous établir sur le plan espace, sur le plan temps et sur le plan soubassement juridique et sur le plan, vous appartenez à quel ministère, par exemple, pour vous engager, par exemple, de venir parler de la justice transitionnelle sur le plateau de Deadline? Donc, tantôt, vous avez mentionné que j'étais le président du Club des Amis du droit du Congo. Donc, c'est une organisation congolaise des droits de l'homme qui fait partie de la société civile congolaise. Et la question de la justice transitionnelle intéresse le Club des Amis du droit du Congo que je préside. Nous avons suivi l'appel du chef de l'État qui a émis le vœu de mettre en place le mécanisme de justice transitionnelle. Et pour nous, en tant qu'experts congolais, nous avons trouvé qu'il était important de donner du contenu à ces concepts de justice transitionnelle. Vous savez, il y a eu d'autres mécanismes de justice transitionnelle qui ont été déjà appliqués, mis en œuvre dans d'autres pays, notamment en Afrique du Sud, en Chili et ailleurs, et même en République centrafricaine. Et pour nous, il était important, en tant que Congolais, de réfléchir sur quel type de modèle de justice transitionnelle voulons-nous pour la RDC. Parce que quand on regarde le contexte de la République démocratique du Congo, nous sommes un pays qu'on peut dire conflictuel ou post-conflit, parce que le conflit continue encore à l'est du Congo. Donc la RDC est un peu un exemple
qui est difficile à classifier parce qu'en même temps, on peut dire que c'est un pays post-conflit. En même temps, on voit qu'il y a des conflits qui existent, notamment dans la partie Est. Donc pour nous, c'était important de donner du contenu à ces concepts de justice transitionnelle, voir quel est le type de justice transitionnelle qu'on doit mettre en place. Parlant des conflits en RDC, vous savez que les conflits en RDC ont des natures différentes. Donc, quand on prend l'exemple du Kasaï, c'est un conflit qui est différent des conflits au Tanganyika, par exemple, du conflit à l'Est. Okay? Donc, les solutions à apporter par rapport à ces conflits doivent tenir compte du contexte local où s'est commis ces crimes. Donc, pour nous, je pense que quand on doit réfléchir sur quel type de justice transitionnelle, on doit aussi garder à l'esprit que les conflits en RDC ont des natures différentes. D'accord, vous parlez de conflits de nature différente. La plupart de nos téléspectateurs qui nous suivent du sommet jusqu'au dernier de Congolais ne maîtrisent pas le droit. Nous allons les donner des exemples concrets pour qu'ils comprennent ce concept de justice transitionnelle. Nous prenons le Rwanda. Oui. Il y a eu génocide. Nous prenons l'Afrique du Sud, l'apartheid. Nous prenons le cas, par exemple, de ces deux pays. Nous prenons, par exemple, l'Afrique du Sud. Il y avait une commission vérité, paix, réconciliation. Maintenant, dans cet exemple, où réside la justice transitionnelle? C'est le fait de dire qu'il y avait eu des crimes, des massacres, des injustices. Il y a un tribunal qui va siéger dans ce pays, qui prend le devant, par exemple, avec Monseigneur Desmond Tutu en Afrique du Sud, pour faire la lumière sur ce qui s'est commis entre ceux qui étaient auteurs des crimes et les victimes. C'est un peu ça. Effectivement. Donc, quand vous mentionnez l'exemple de l'Afrique du Sud, donc avec ce qui s'est passé pendant la période d'apartheid, ça veut dire que l'Afrique du Sud a jugé bon de mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle. Et je vous ai dit que tantôt... Donc un tribunal, donc la justice transitionnelle, pour les téléspectateurs doivent comprendre, c'est un tribunal. Pas forcément un tribunal. J'ai dit que dans la justice transitionnelle, il y a des mécanismes judiciaires et des mécanismes non judiciaires. Okay. Parmi les mécanismes judiciaires, il y a des poursuites. On fait des poursuites pour des gens qui ont commis des crimes, qui doivent répondre de leurs actes. Okay? Parce que la justice transitionnelle, c'est comme un tout, où il y a plusieurs compartiments. Je vous ai parlé de la recherche de la justice. Donc, il y a eu des violations massives des droits de l'homme qui ont été commises. Ça veut dire que les auteurs doivent répondre en justice. On ne se limite pas simplement au volet justice. C'est ce qui fait un peu la particularité de la justice transitionnelle par rapport à la justice pérenne que nous connaissons. Généralement, quand un pays traverse une situation tumultueuse ou des conflits, l'appareil judiciaire n'est plus à même de répondre aux faits qui ont été commis. Et comme il y a plusieurs victimes et plusieurs auteurs, il faut trouver un mécanisme qui peut aider à faire face au passé violent. C'est pourquoi les États, généralement, mettent en place ces paquets de justice transitionnelle qui comportent plusieurs compartiments, comme je vous ai dit. D'un côté, il y a le volet justice, ça veut dire que ceux qui ont commis des crimes peuvent être poursuivis. De l'autre côté, il y a le volet recherche de la vérité, c'est-à-dire en même temps, on donne un espace aux victimes pour exprimer ce qu'elles ont vécu comme atrocité. Ça, c'est aussi pour aboutir à la réconciliation. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation sans justice. Donc la justice est là, mais en même temps, il y a la recherche de la vérité. À part la recherche de la vérité, il y a la réparation. C'est-à-dire, on va aussi octroyer des réparations à des victimes qui ont vécu ces atrocités. Et le dernier pilier ou compartiment, c'est la garantie de non-répétition. Maintenant, revenons à l'exemple de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a fait le choix de ne pas poursuivre les auteurs des crimes d'apartheid. Ils se sont dit, nous, en Afrique du Sud, nous allons mettre en place une commission vérité et réconciliation. Les victimes et les bourreaux vont venir pour témoigner. Et à la fin, il va y avoir des réparations ou des garanties de répétition. Mais en Afrique du Sud, il n'y a pas eu de poursuite. Donc, ils ont fait le choix de ne pas poursuivre. Et le Congo, en la mise en œuvre de sa justice traditionnelle, le Congo peut ne pas suivre l'exemple de l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, pour nous, on ne doit pas suivre cet exemple d'Afrique du Sud parce qu'on trouve que les crimes qui ont été commis au Congo doivent être poursuivis. C'est-à-dire les auteurs de ces crimes
doivent être poursuivis. En même temps, il doit y avoir aussi la recherche de la vérité. Professeur, pour que les téléspectateurs comprennent bien, vous pouvez reprendre les 4 piliers de la justice. Oui, il y a 4 piliers, c'est-à-dire le premier pilier, c'est la recherche de la justice, donc le poursuite judiciaire. Le deuxième pilier, c'est la recherche de la vérité à travers une commission vérité et réconciliation qui va être mise en place pour que les victimes et les auteurs témoignent. Le troisième pilier, c'est les réparations. Hein, c'est-à-dire on octroie des réparations aux victimes. Ça peut être des constructions de monuments, ça peut être constructions des écoles. Et le dernier pilier, c'est ce qu'on appelle les garanties de non-répétition. Hein, c'est-à-dire on fait des réformes institutionnelles pour que ces crimes ne se répètent plus à l'avenir. D'accord. Cette question a été posée avec objectivité, dans ce sens que les téléspectateurs comprennent de quoi nous parlons. Donc, vous avez dit que la justice transitionnelle a 4 piliers. Donc, la recherche de la vérité, recherche de la justice, réparation et garantie de non-répétition. Nous prenons par exemple ce qui se passe à l'est de la RDC, à peu près 20 ans des atrocités où plusieurs groupes armés sont en train, surtout pour le pouvoir. Hein. Maintenant, quand nous prenons le premier pilier qui est la recherche de la justice, en quoi faisons? Qu'est-ce qui doit être fait par rapport à la recherche Et cette justice, à quoi se différencie-t-elle de la procédure de la CPI, par exemple? Cour internationale, Cour pénale internationale. Oui. Pour le premier volet qui est la recherche de la justice, quand on parle des crimes en République démocratique du Congo, il faut faire la part des choses, il faut diviser en 2 périodes. Les crimes avant 2002, c'est-à-dire l'avènement de la CPI, et les crimes après 2002. Pour les crimes avant l'avènement de la CPI, dont la plupart se retrouvent dans ce qu'on appelle les rapports mapping, on peut dire qu'il y a impunité. Parce que les juridictions congolaises n'ont pas poursuivi et la CPI ne peut pas poursuivre parce que sa compétence temporelle l'empêcherait de poursuivre ces crimes-là. Parce que la Cour est entrée en vigueur à partir du 1er juillet 2002. Donc la Cour ne peut pas connaître des crimes avant sa création ou avant la mise en œuvre de son statut. Maintenant, pour les crimes avant 2002, il y a eu impunité et plusieurs voix se sont élevées, notamment à travers le docteur Mukwege, pour qu'il y ait la création d'un tribunal pénal international pour le Congo. Je pense que vous êtes au courant de cette démarche. Et aujourd'hui, on peut dire que la communauté internationale n'est pas chaude pour donner au Congo ce tribunal pénal international. Et pourtant, quand on voit le nombre de crimes et d'atrocités qui ont été commis au Congo, on parle même des femmes qui ont été enterrées vivantes à Mwenga. Vous vous souvenez? Tous ces crimes-là restent impunis et la communauté internationale n'aide pas le Congo en mettant en place un tribunal pénal international. Ce qui, pour nous, serait quelque chose de très important parce que quand on regarde les crimes qui ont été commis au Congo, ce sont des crimes qui n'ont pas été commis uniquement par les Congolais. C'est aussi des crimes qui ont été commis avec la complicité des pays voisins de la RDC. Et donc, il y a des acteurs non congolais qui doivent être poursuivis pour ces crimes. Si on se limite simplement à des poursuites au niveau de la justice nationale, il va se poser ces problèmes d'extradition. Vous savez que on peut donner l'exemple de Kunda Batware. Kunda a commis des crimes au Congo, il s'est réfugié au Rwanda et le Rwanda a refusé de l'extrader vers le Congo en disant que le Congo maintenait la peine de mort, alors qu'au Congo nous savons qu'il y a le moratoire sur la peine de mort. Donc ça c'est un exemple pour vous dire que la difficulté pour la justice nationale de poursuivre des acteurs non congolais qui ont commis des crimes sur le territoire de la RDC. Et alors ceux qui pensent qu'avec les propos du chef de l'État qui ne va pas fouiner, parce que la plupart de ces acteurs belligérants sont aussi de fois des acteurs politiques, est-ce que cette recherche de la vérité va au-delà de ce que le chef de l'État dit, il ne va pas fouiner? Donc ça ne concerne pas cette catégorie de personnes que le chef de l'État avait dit qu'il ne va pas fouiner. Non, le chef de l'État auparavant, il avait dit qu'il n'allait pas fouiner dans le passé. Mais il s'est ressaisi et il a opté l'option d'aller vers la justice transitionnelle. Et donc, nous sommes contents de cette décision. C'est pourquoi nous avons dit qu'en tant qu'experts, nous réfléchissons pour donner les contenus à cette justice transitionnelle. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y aura certainement, si le Congo décide d'avoir une stratégie globale de justice transitionnelle, et dans cette stratégie, il y aura des poursuites
il y aura la recherche de la vérité à travers une sévère, une commission vérité et réconciliation. Il y aura des réparations, il y aura des garanties de non-répétition. Maintenant, je réponds au niveau, je parlais des crimes en RDC. Les crimes avant 2002 et après 2002. Il y a impunité. Pour les crimes après 2002, on voit qu'il y a eu l'intervention de la CPI. Mais la Cour pénale internationale, c'est une juridiction complémentaire des États. C'est-à-dire, pour que la Cour intervienne, il faut que l'État puisse, il faut que l'État n'ait pas la volonté de poursuivre, ok, ou soit l'État soit dans l'incapacité matérielle d'organiser des procès. C'est ce qui a été le cas pour le Congo. Le chef de l'État de l'époque, Joseph Kabila, avait sollicité l'intervention de la CPI pour ces crimes qui ont été commis après 2002. Donc il y a eu des procès, le procès Lubanga, vous savez, qui a été condamné Thomas Lubanga, qui a été condamné pour l'enrôlement des enfants soldats. Il y a eu le procès Bosco qui venait d'être Tanganda, dont la peine a été confirmée. Hein, une peine lourde. C'est la première fois qu'un individu soit condamné à une forte peine de 30 ans. Mais pour nous, nous pensons que Bosco Tanganda a commis beaucoup de crimes à l'est de la RDC. Et les victimes de Bosco qui sont à l'est qui restent abandonnées. Pourquoi? Parce que non seulement l'État congolais n'a pas un fonds d'indemnisation pour les victimes, il n'y a pas eu de justice pour les crimes. Là, on va y arriver parce qu'il nous reste trois piliers à voir. Oui. Mais avant ce pilier-là, oui, quand on a ces belligérants, ces ex-chefs rebelles, ex-chefs militaires, ainsi de suite, toutes ces exactions commises, à part la RDC, il y a d'autres pays où il y a des crimes qui ont été commis. Donc les téléspectateurs veulent savoir ceci. Vous, en tant qu'institution, vous êtes établi où? Pour combien de temps? C'est temporel, c'est définitif. Quel est le statut juridique? Parce que quand le chef de l'État, par exemple, sollicite la mise en œuvre du mécanisme de la justice transitionnelle en RDC, c'est en tant qu'institution. Maintenant, vous qui allez travailler, vous dépendrez de qui? Quel est votre statut juridique? Vous êtes des libérales, vous êtes des indépendants, vous êtes une ASBEL. Quelle est votre configuration? Parce que cela peut aussi donner du crédit aux téléspectateurs, même aux victimes qui veulent que justice soit faite, qui est réparation. Ok. Donc nous, je vous ai dit que nous sommes une organisation membres de la société civile. Oui, en tant qu'ASBEL. En tant qu'ASBEL, nous sommes de la société civile. Nous sommes en train de plaider pour la mise en place de ces mécanismes de justice traditionnelle. Par exemple, en Afrique du Sud, la commission paix et vérité, par exemple, on peut dire avec le Monseigneur Desmond Tutu, c'était une ASBEL ou bien c'était un bureau? Non, non, ce n'était pas une ASBEL. C'est la société civile sud-africaine qui a poussé pour qu'il y ait des mécanismes de justice traditionnelle. Donc, comme on va créer une commission vérité et réconciliation en RDC, ça veut dire que ça doit passer par le Parlement. Oui. Donc, le gouvernement congolais va lever l'option. Hein, au moment opportun, on attend cela. Le gouvernement congolais va lever l'option. On va, disons, envoyer un projet de loi au niveau du Parlement qui va être discuté. Il y aura une loi organique qui sera votée par le Parlement et cette loi va être promulguée par les chefs de l'État comme ça s'est fait d'habitude. Et donc, cette loi organique va organiser le fonctionnement de cette commission vérité et réconciliation. Et donc, c'est à travers cette commission vérité et réconciliation que les victimes pourront venir, notamment pour témoigner, que les bourreaux pourront être entendus aussi, avant d'aller dans l'autre pilier qui concerne les réparations. Mais cela n'empêche pas que de l'autre côté, la justice fasse son travail. Je vous ai dit, la recherche de la justice ou les poursuites pénales reste, mais en même temps, on fait aussi la recherche de la vérité. Donc ça va être un processus qu'on appelle holistique. Ça veut dire un tout. Hein? Donc on va d'un côté continuer à faire des poursuites pour les gens qui ont commis des crimes. On va aussi, parce qu'on ne peut pas poursuivre tout le monde. Vous savez que la justice est limitée par rapport aux capacités, aux moyens. C'est pourquoi la justice traditionnelle vient pour un peu aider cette justice nationale qui ne peut pas poursuivre tout le monde. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Donc nous passons au second volet, recherche de la vérité. En quoi faisons par exemple? Ok. Pour la recherche de la vérité, on va mettre en place une commission vérité et réconciliation. Vous vous souvenez, au Congo, ce n'est pas la première fois qu'on va mettre en place un tel mécanisme. Il y a eu déjà, après Sand City, les belligérants se retrouvent à Sand City pour se partager ces grands gâteaux, comme vous savez. Ils ont créé ces monstres 1+4. Et dans ces 1+4, tous les belligérants sont entrés
dans l'espace gouvernemental, y compris ceux qui avaient les sangs des Congolais entre leurs mains. Donc ces gens... On a appelé ça par deux fois brassage. Oui. De manière, on rappelle les rebelles, groupes rebelles d'intégrer l'armée régulière, par exemple. Oui, effectivement. En fait, ils ont mis en avant le fait qu'il fallait sauver, pour sauvegarder la paix, l'unité nationale, il fallait intégrer tous ces mondes dans l'espace gouvernemental. Ok, ils l'ont fait. On a vu les 1+4. Il y a eu une commission vérité et réconciliation qui a été mise sur pied. De 2003 à 2006, cette commission n'a jamais fonctionné. C'était une commission mort-née. Pourquoi? Parce que les belligérants, certains belligérants faisaient partie de cette commission. Et donc c'était difficile. C'est tout à fait normal parce qu'ils étaient opposés à l'époque. Oui, mais on voit bien qu'il y avait un problème de volonté politique. Quand vous prenez des gens qui ont commis des crimes et vous le mettez dans une commission pour aboutir à la vérité, pensez-vous vraiment qu'il peut y avoir la vérité avec les gens qui ont commis des crimes? C'était ça. Déjà, les bases étaient déjà mauvaises. Déjà, au début, on pouvait déjà s'y attendre. Donc, il n'y avait pas de volonté pour arriver à mettre en place une commission qui fonctionne. Deuxième élément, cette volonté politique a fait défaut. Hein, mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a la volonté politique parce que c'est le chef de l'État lui-même qui a trouvé la nécessité de mettre en place une nouvelle commission vérité et réconciliation qui va venir. Donc, je peux dire sur ce point que si hier la commission vérité et réconciliation n'a pas réussi, aujourd'hui, pour que la nouvelle commission réussisse, il faudrait observer certaines conditions. Première condition, il faut qu'il y ait la volonté politique. Deuxième condition, il faut qu'il y ait des moyens. Parce que si on ne met pas le moyen, la commission ne va pas fonctionner. La commission doit faire des enquêtes. La commission doit aller sur le terrain, voir les victimes. La commission doit essayer de mener des sensibilisations préalables avec les victimes. Tout cela demande de moyens. Donc si on ne met pas le moyen, on peut dire que ça serait aussi un échec. C'est ce que je peux dire. Professeur, je suis en train d'avancer. Quel est l'effet psychologique lorsque une victime, on rétablit pour une victime la vérité? Vous savez que pour plusieurs des victimes, moi j'ai eu la chance de faire une enquête sur terrain avec des victimes dans le cadre de ma thèse de doctorat. Je peux vous dire que pour certaines victimes, le fait déjà de raconter ce qu'elles ont subi comme atrocité est une forme de réparation. C'est-à-dire sortir ce qu'elles ont comme mauvais souvenirs, des traumatismes qu'elles ont vécus. Mais en même temps, ça peut être aussi dangereux pour les victimes. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un appui psychosocial, généralement, parce que ça peut être traumatisant aussi de raconter ce qu'on a vécu. Par exemple, les victimes de viol, les victimes de viol, voire des membres de famille décapités. Voilà. Ou, et ce qui est pire aussi dans ce que moi j'ai vécu dans l'expérience de l'enquête, c'est que certaines des victimes vivaient à côté de leurs bourreaux. Quand vous êtes une jeune fille vous avez été violée et vous voyez votre bourreau qui n'a jamais été poursuivi et qui déambule dans le quartier, ça crée un traumatisme. Parce que souvent, ce sont des communautés qui s'affrontent. Qui s'affrontent, mais il y a des cas de viol. Et ces cas de viol, on voit bien que non seulement les victimes ont des fois peur pour aller dénoncer leur bourreau. Parce que le bourreau vit, ou bien la famille du bourreau, ou les groupes de bourreaux vivent dans... Oui, voilà. Les victimes vivent ensemble dans la communauté avec ces personnes. Et c'est là où je dis, quand on crée une commission vérité et réconciliation pour la RDC, ces victimes peuvent venir témoigner, même de manière anonyme, pour exprimer ce qu'elles ont vécu comme atrocité. Et puis, elles ont droit aussi à des réparations. Parce que à la fin, l'État peut décider de créer un fonds d'indemnisation pour les victimes que nous appelons de tous nos voeux parce que nous pensons qu'il y a un moment important pour le Congo de créer un fonds au lieu d'attendre toujours mais comment garantir aussi cet accès à la vérité? Comment faire? Parce que souvent, ce sont des coins isolés, reculés. Comment faire pour accéder à cette vérité? L'idée que nous avons mis en place avec les experts qui ont réfléchi autour de la table ronde que nous avons organisée en janvier 2021, c'était qu'il y ait une sorte de décentralisation de cette commission. C'est-à-dire la commission vérité et réconciliation sera basée par exemple à Kinshasa, mais avec des antennes dans des provinces pour permettre l'accessibilité aux victimes. Donc aujourd'hui, il y a par exemple cette initiative de justice transitionnelle dans le Kasaï qui a été soutenue par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
Ça, c'est déjà une idée. On a déjà une initiative de justice transitionnelle localisée. On peut faire aussi une justice transitionnelle dans le Bas-Congo pour les faits des Bundu Dia Congo. Hein. On peut faire aussi une commission vérité et réconciliation provinciale à l'Est pour les crimes du Nord Kivu, du Sud Kivu. Donc voilà des exemples comme ça qui peuvent permettre à ce que les victimes puissent plus être accessibles dans le cadre de cette justice transitionnelle. Dans la justice transitionnelle, nous ressortons plus les crimes commis contre l'humanité. C'est des crimes graves, on voit beaucoup plus des crimes graves. Mais cela n'empêche pas que ça peut être des violations des droits de l'homme. Okay. Il y a des crimes, on parle de violation des droits de l'homme et de violation du droit international humanitaire. Donc c'est aussi des crimes de droit commun qui peuvent être aussi entendus, des gens qui ont été victimes de viols. Viol pas en tant que crime contre l'humanité, mais viol aussi en tant que crime, infraction des droits communs. Ces victimes peuvent aussi venir raconter ce qu'elles ont vécu comme atrocité. Professeur, maintenant passons au troisième pilier, réparation. Oui. Réparation avec quoi? D'où viendront les moyens pour réparer et comment réparer? Tout à fait. Ça, c'est une question délicate. Parce que quand on parle de réparation, il y a ceux qui ont tendance à voir le volet judiciaire des réparations. Pour nous, il faut sortir de l'approche judiciaire des réparations. C'est-à-dire, parce que l'approche judiciaire veut que, avant qu'on octroie des réparations aux victimes, il faut qu'il y ait préalablement condamnation. Okay? S'il n'y a pas condamnation, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas le statut de la victime. Alors que dans notre entendement, dans le cadre de la justice transitionnelle, ici, on sort du cadre judiciaire des réparations. On octroie des réparations à toutes les victimes. Et ces réparations peuvent être collectives. Comme c'est difficile de faire des réparations individuelles, on fait des réparations collectives. On construit des écoles, on construit des hôpitaux, on peut faire des mémorials. Hein. Vous savez que dans ces pays, malgré les différents crimes que nous avons connus dans ces pays, quand on regarde, il n'y a pas trop de mémorials qui ont été construits. Alors qu'on a besoin de ça. On a même besoin qu'il y ait une journée pour les victimes. Hein, j'entends ici et là, on parle des journées pour autre chose, mais il est important aussi d'avoir une journée nationale. Hein, une journée nationale pour les victimes, de toutes les victimes de... Par exemple, la construction des mémorials, monuments historiques. De monuments de souvenirs. Des souvenirs. En fait, par exemple, je prends le cas du Rwanda, par exemple, où vous trouvez dans des salles empilées des crânes, des restes humains. Oui, moi j'ai visité le mémorial du génocide à Kigali. Par exemple, ça existe. On peut faire ça aussi pour le Congo. En Israël, par exemple, avec la Shoah, voilà. Cette journée de commémoration. Tout à Donc, fait. Sur le plan réparation, il y a divers niveaux de réparation, par exemple psychologique. Tout à fait. Rétablir les faits sur le plan historique. Historique, il faut des réhabilitations psychosociales pour les victimes, parce qu'il y a des victimes qui ont leurs jambes amputées, qui peuvent disons, être réparées. Mais là, par rapport aux réparations, il faut qu'il y ait un fonds d'indemnisation pour ce fonds provient d'où? C'est l'État, c'est la communauté internationale? Moi, je pense, pour nous, hein, il faut qu'il y ait un fonds créé par l'État congolais, un fonds national d'indemnisation. Et ce fonds peut être financé par l'État congolais, par des taxes. On peut imaginer une forme de taxe pour essayer. Imaginez un seul instant si tous les Congolais peuvent donner $1 pour soutenir ces fonds. Aujourd'hui, nous avons la diaspora congolaise qui existe. On peut sensibiliser tous les Congolais là où ils se trouvent pour ne fût-ce que contribuer pour ces victimes avec $1. Nous sommes 80 millions d'habitants. Aujourd'hui, à peu près 105, selon les estimations. Donc, la question des moyens, on peut trouver les moyens pour... Le problème, c'est aussi la gestion. C'est ça la problématique. Comment gérer... Là, c'est quoi comment le Parlement doit voter, on doit soumettre une loi. Le gouvernement peut faire une proposition, ou tout comme le gouvernement peut décider de créer, on n'est pas obligé de passer par le Parlement pour créer un fonds. L'État congolais, le gouvernement congolais peut créer un fonds d'indemnisation. Il y a plusieurs fonds qui existent, mais on peut créer uniquement un fonds
d'indemnisation pour les victimes. Et ces fonds vont couvrir tous ces faits, peut aider aussi les victimes à être réhabilitées, peut construire des écoles. Et ces fonds peuvent être aussi soutenus par la communauté internationale. Les États étrangers, la communauté internationale peut soutenir le fonds. Donc voilà. Professeur, maintenant nous arrivons au dernier pilier pour continuer notre émission. Vous avez parlé de mécanisme de non-répétition, c'est ça? Oui, les garanties de non-répétition. Garantie de non-répétition. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, on fait ce qu'on appelle les réformes institutionnelles. Je donne un exemple. Vous savez, nous avons connu plusieurs guerres dans ce pays. Et à chaque fois, on prend des anciens ex-combattants, on les intègre dans l'armée nationale. Et en intégrant l'armée nationale, ils continuent toujours à commettre leurs crimes. Moi, je pense qu'il y a un moment où l'État congolais doit prendre des mesures, faire des réformes au niveau des forces de sécurité. C'est-à-dire, ceux qui ont commis des crimes ne peuvent plus accéder dans l'armée nationale. C'est une façon aussi de punir ces gens qui ont commis des crimes. On peut peut-être les encadrer, on peut les réinsérer dans la société avec le programme DDR, réinsertion, tout ça. Mais on peut empêcher à ce que ces gens puissent réintégrer les forces de sécurité. Mais par exemple, garantie de non-répétition. Alors ceux qui sont des rebelles mais qui n'ont jamais été militaires, on fait comment? Mais ils ne peuvent pas avoir droit à des fonctions politiques. Si vous avez été chef militaire, on peut faire des réformes en disant qu'à partir d'aujourd'hui, tous ces mondes qui ont été dans les groupes armés ne peuvent pas avoir de postes de responsabilité. C'est aussi une façon de les punir et d'empêcher que... voilà. Dans une capacité de dissuasion. De dissuasion. Donc, empêcher que les autres puissent faire la même chose. Donc, c'est aussi des réformes. On peut faire des réformes, par exemple, du système judiciaire congolais. Donc, il y a eu des états généraux de la justice dans ces pays. Il y a eu un programme national sur la justice qui a été mis en place. Donc, ça, c'est aussi des réformes que l'État peut mettre en place. Professeur, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, on va parler front. Nous prenons un coin comme la partie est de la République démocratique du Congo. Énorme richesse, potentialité. Vous avez du coltan, vous avez plusieurs ressources minières naturelles que beaucoup de pays convoitent, des multinationales. Maintenant, avec votre aspect de justice transitionnelle, comment prévenir tous ces agitateurs qui veulent faire perdurer cette situation? Parce que j'ai vu la justice transitionnelle s'arrêter plus aux bras armés, à ceux qui posaient des actes. Maintenant, les auteurs intellectuels, qui sont les multinationaux, qui sont les politiques, qui sont diverses personnes dans l'ombre, qui agitent cet arbre-là des atrocités. Qu'est-ce que la justice transitionnelle prévoit pour tous ces auteurs intellectuels? C'est une question très intéressante parce que c'est vrai, vous avez fait les tableaux de ce qui se passe à l'est du Congo. Il y a des multinationales qui profitent de la défiance de l'État congolais. Il y a les pays voisins. Il y a les pays voisins. Moi, je vous dis... Il y a même des acteurs politiques locaux. Oui, ou locaux. en complicité ce qui est déplorable. Mais on sait déjà que la plupart, même à Sun City, ils ont utilisé les sangs des Congolais comme marche-pied pour atteindre le pouvoir. Et ces gens n'ont jamais voulu répondre de leurs actes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où il faudrait que nous ayons une justice forte dans ces pays. Une justice qui soit capable de poursuivre les auteurs des crimes. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, moi, je pense qu'il faudrait que l'État puisse garantir sa souveraineté. Ça veut dire que quand vous avez des frontières qui sont perméables, c'est-à-dire que les gens peuvent venir n'importe quelle heure ou n'importe quel moment pour prendre les ressources naturelles de la RDC. Et à un moment, l'État congolais doit avoir une armée forte, construire une armée forte. Et ce serait un défi pour le nouveau gouvernement ou pour l'État congolais, c'est d'avoir une armée forte, une armée de dissuasion qui peut empêcher à ce que ces multinationales ou ces États viennent dans notre pays pour s'enrichir, pour piller nos ressources naturelles. Je pense, M. Seforin, il y a un moment où on doit arrêter de pleurnicher.
Hein, le Congo a pleurniché pendant plusieurs années. On continue à pleurnicher, on continue toujours à voir la faute de l'autre. Il faut aussi se remettre en question et se demander quelle est la part de responsabilité de nous, Congolais, dans ce qui arrive à l'est de la RDC. Ouais, je vous ai dit, j'ai mené des enquêtes, j'étais à l'est. Et quand on arrive à l'est de la RDC, quand on parle avec les gens, on voit que les gens veulent qu'on en termine avec cette guerre. Ces groupes armés qui existent à l'est du Congo, ils n'ont même pas de revendications politiques. Ce sont des gens qui sont là pour piller. Il faut que l'État congolais renforce ses capacités, renforce son armée pour faire face ou réduire même la nuisance de ces groupes armés. Moi, je pense que renforcer la justice, avoir un État fort qui soit capable de sauvegarder ses frontières, je pense qu'on pourra résoudre cette question. Professeur, il y a certaines langues qui pensent que avant, vous ne parliez pas trop de justice transitionnelle, que beaucoup d'ONG, d'acteurs de la société civile, même la communauté internationale, ne faisaient pas trop de bruit. Peut-être le gouvernement ne faisait pas assez d'efforts. Mais après le décès de l'ambassadeur italien, et vous voyez tout le monde au devant de la scène pour parler l'Est, justice transitionnelle, est-ce que ce n'est pas un peu après le décès de l'ambassadeur que tout le monde veut monter au créneau pour que les choses changent? Non, non, je rappelle que la question de la justice transitionnelle ne commence pas avec le décès de l'ambassadeur. C'est quelque chose qui a été décidé par le chef de l'État bien avant, hein, ce qui s'est passé. Mais à l'est du Congo, malheureusement, on peut le dire, c'est que la communauté internationale a certainement oublié le Congo. Hein. Vous savez, moi j'ai participé à plusieurs conférences, on vous parle entre guillemets de Congo fatigue. Ça veut dire que même la communauté internationale était fatiguée du Congo. Hein, il y a des crimes, il n'y a pas de solutions, hein, il y a des groupes armés qui opèrent, il y a des multinationales, tout ça. Et donc à un certain moment, hein, si aujourd'hui, avec les décès ou l'assassinat de l'ambassadeur italien, on voit bien que la question de la justice transitionnelle est revenue sur la table parce que même la communauté internationale voit vraiment que l'Est du Congo reste une problématique qu'il faudrait résoudre. Mais moi, je pense qu'à de l'autre côté, on ne doit pas toujours compter sur cette communauté internationale. Il faudrait arriver à compter sur ses propres capacités. Qu'est-ce que le Congo peut faire pour mettre un terme à ce qui se passe? Vous savez que c'est depuis 1999 que la MONUSCO ou la MONUC ou la MONUSCO existe dans ce pays. Quel est le bilan qu'on peut faire plus de 20 ans après? D'ailleurs, le chef de l'État a échangé au téléphone avec le secrétaire général Antonio Guterres pour le renforcement de capacité de la MONUSCO. Mais quel est le bilan en termes d'efficacité qu'on peut Déjà, à l'est de la RDC, il y a aussi les mouvements citoyens comme Lucha et d'autres structures de la société civile qui demandent que la MONUSCO parte. Moi, je pense, à un moment, il faudrait qu'on puisse se voir en face, regarder la vérité en face et se dire il est temps pour que le Congo puisse se mettre debout. On ne doit pas toujours penser à compter sur cette communauté internationale qui, du reste, ne fait pas grand-chose aujourd'hui pour le Congo. Il faut que l'État congolais, hein, moi je parle de la responsabilité de l'État congolais, de faire tout pour réduire la capacité de nuisance de ces groupes armés. Parce que je sais que ça va prendre du temps, mais en même temps, il ne faut pas qu'on se voie la face. Il faudrait qu'il y ait comment dirais-je, une volonté ferme de mettre un terme à ce qui se passe à l'est du Congo. Mais la MONUSCO, pour moi, quand on regarde le bilan aujourd'hui, en tout cas, il faudrait aller à l'est et se poser la question aux victimes, aux populations locales, pour savoir l'efficacité. Ils vont vous dire certainement que vraiment le bilan n'est pas élogieux. Professeur Eugène, nous sommes vraiment ravis de parler de la justice transitionnelle, mais ça demande des moyens. Vous devez vous déplacer, vous rencontrer les victimes. Comment faire? Comment vous interpellez l'État congolais, le chef de l'État, pour pouvoir concrétiser ce mécanisme ici en République démocratique du Congo, et surtout que vous êtes dans la voie de pouvoir soumettre une loi pour qu'elle soit acceptée à l'Assemblée nationale? Oui, moi je pense que la question des moyens, c'est, comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc
il faut d'abord qu'il y ait cette volonté politique. Et on voit aujourd'hui qu'il y a cette volonté politique parce que le chef de l'État veut absolument qu'il y ait le mécanisme de justice transitionnelle. Mais moi, je pense qu'on ne doit pas se limiter aux paroles. Il faut aller vers les actes. Et parmi les actes, c'est première étape à faire, c'est d'avoir cette stratégie nationale de justice transitionnelle. On ne peut pas faire les choses sans stratégie. Il faudrait qu'aujourd'hui, l'État congolais puisse mettre en place une stratégie nationale de justice transitionnelle. Les experts congolais sont là. On a fait la table ronde, on a réfléchi et on peut aider l'État congolais à avoir cette stratégie nationale. Après avoir eu cette stratégie nationale, alors il y a une autre étape, c'est de faire des campagnes de sensibilisation auprès des victimes, auprès des populations locales. Après, on peut alors proposer, l'État congolais ou le gouvernement congolais va proposer ces projets de loi au niveau du Parlement pour créer une commission vérité et réconciliation en République démocratique du Congo. Et les moyens, il faut que l'État congolais mobilise les moyens. Si on mobilise les moyens, parce que je pense que dans ces pays, il y a des moyens, il faudrait les mobiliser. Quand on entend par-ci, par-là qu'il y a des détournements dans ces pays, c'est qu'il y a des moyens. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait cette volonté politique. Dans l'approche de la justice transitionnelle, certaines langues s'exhibent pour expliquer que les forces sont dispersées. Par exemple, là, il y a une commission de l'Assemblée nationale qui va se rendre à Béni pour se rendre compte de ce qui se passe. Et cette fois-ci, ils étaient allés, mais cette fois-ci avec cette capacité même de donner des instructions, qu'on puisse arrêter, faire ceci, cela. Il y a les mouvements citoyens, il y a au sein du Parlement et du Sénat, des comités qui sont sur les questions d'atrocité, des crimes, de justice pour les victimes. Vous avez aussi le gouvernement, vous avez aussi le ministère de la Justice. Comment regrouper, centraliser vos efforts pour aller dans une même vision, être efficace? Parce que lorsque tout le monde va de son côté, c'est inefficace, mais lorsque vous vous rassemblez, vous ne trouvez pas que vous aurez apporté plus de solutions parce que vous serez dans votre structure, même les décideurs. Je suis d'accord avec cette approche. Il faut qu'il y ait à un certain moment une articulation entre les différents efforts ou initiatives. Parce qu'on le sait, il y a, même sur la question de violence sexuelle, c'était le cas. Que tout le monde fait la lutte contre les violences sexuelles et puis on ne conjugue pas des efforts ensemble, on ne fait pas l'articulation et donc ça pose des problèmes. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que chaque structure a son mandat. Le Parlement joue son rôle. Le Parlement peut mettre en place une commission pour savoir ce qui se passe à l'Est. Vous n'allez pas empêcher le Parlement de le faire. La société civile aussi joue son rôle. Hein? Nous sommes là pour aider non seulement l'État et à faire l'alerte pour l'État congolais. Donc la société civile joue aussi son rôle, son mandat. L'État congolais ou le gouvernement congolais peut aussi mettre en place une commission. Hein? Mais je pense qu'à un certain moment, ce serait une bonne chose. On gagnerait beaucoup plus si il y a cette articulation des efforts ou une sorte de conjugaison d'efforts ensemble pour permettre à ce qu'on puisse être plus efficace. Être plus efficace. Professeur Lobape Lingala. Na Lobape Lingala, ça congolais. To solo la pe na Lingala pote ozana kati ya masona biso to bengi deadline batinyo se bayoka. Pote o etali justice mibeko ezosima moto nyonso kobanana mokonzi mboka ti na congolais ya suka. Oye lelo to beta lisolo ya justice transitionnelle na mboka bipai oyo ba atrocité salami na RDC surtout na Est à République démocratique du Congo to beti lokola exemple ya Afrique du Sud na apartheid to beti likambo ya génocide na Rwanda basalaki ba commission moko po na kotalela mayo ya mabele kaki ndenge nini ko yeba vérité ndenge nini ko sembola makambo parce président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi a banzaki ete justice transitionnelle pe evanda na boko na mboko ya Congo République démocratique du Congo boni kosala pote justice transitionnelle et la tanzoto na République démocratique du Congo tant tozo tala maenyon ezoleka na est ya RDC professeur Eugène. Merci pour na motuno otuninga hein. Ya liboso il faut relever que mokonzi mboka olobi a manifesté volonté wana ya que justice transitionnelle et salva na mboka biso ba expert congolais to lobi bon
toko sunga état congolais pour la mise en œuvre de la justice traditionnelle pour na kopesa mayele boanya na biso pour na toza na modèle moko ya biso ya Congo omoni olobi likambo ya Afrique du Sud bango batali na oyo lekaki na mboka na bango balobi pour na biso to tche justice pembeni to sala kaka recherche à vérité et puis total liboso to bosa na malekaki Rwanda pe na tango génocide basalaki pe gachacha na bango même si lelo ils ont critiqué parce que gachacha ngo ezali kaka côté moko mais basali pe oyo ya bango biso Congo to connaître ba crime ebele ti lelo ba crime ezali kaka ko salema na mboka na biso yango biso batu ya biso ba expert congolais to lobi to réfléchir pe na contenu nini to kopesa na nini wana justice traditionnelle et modèle ezala pe na modèle na biso na boanya to lobi que il faut biso justice fait salema pour ba crime esalemi na Congo to ko bosana te bato ba commettre ba crime il faut bazala pe puni mais en même temps il faut peut-être ça là, on va bien recherche à vérité na commission wana oyo tolingi l'état congolais acha yango en pratique commission ne ça là que ekoyoka ba victime ba koya pona koloba oyo ba vécu ba monaki comme atrocité et puis ba bourreau pe ba ya pe ko témoigner parce que bongo ça ni na justice transitionnelle bongo comme ça bossa la CPI na bino na RDC tonine te ezali kamba ça la CPI na RDC justice traditionnelle les autres qui n'a pas pilier belé na tangela ki ba pilier na bi justice recherche à vérité réparation na ba garantie à non répétition nyonso wana ezo ke nzela moko ezate ke ono bobandina na oyo moko mususu etikalité mais ba cour et tribunal eza matete ba parquet tout ça tant wala ba justice eza pe justice nationale ba lobi ke justice nationale et côté les melobi to enquêter sur ba fait oyo eza na kati rapport mapping pour essayer les mecs na mboka na biso faut pas voir aux la lelo France oyo ki que France azo sala procédure contre Roger Lumbala sur base ya rapport mapping donc Congo pe ko le bon biso pe to enquêter sur ba crime c'est-à-dire justice nationale et sala musala nango justice internationale et vous continuez pe ko sala musala nango CPI et puis tu as créé un cours spécialisé pour les crimes avant 2002. Donc, nous avons volé justice. Mais en même temps, nous avons sous commission vérité et réconciliation. Donc, de manière concomitante, bon, na linga la yozala mobile pour le bango, c'est-à-dire que justice, vous avez sous commission vérité et réconciliation, vous avez fonds d'indemnisation pour les victimes, et puis vous avez la réforme. Ce qu'on a RDC nani a sengeli alandela ngo. Mais mokonzi mboka a eu option. Gouvernement mutuazo ça la politique ya l'état parce que gouvernement de mutuazo la responsable devant le parlement. Gouvernement de mutu a ko sala projet de loi pour la vérité commission vérité et réconciliation. Atini yango na parlement a voté ndenge zalaka après batini yango sur pas mokonzi mboka. D'abord, avant ça la promulgation, il y a conformité dans la constitution, dans la cour constitutionnelle, et puis promulguer. Donc, option et ça déjà. Maintenant, il faut que en pratique. Il ne faut pas que tu aies un maloba. Il faut que tu aies un mboko misalande. Parce que pour na misalé ça, mais c'est nini parce que dans mon année aux autres kozoloba na bolingonyon soit Congo. Parce que nini sengeli et ça la mapote et vanda et bota misisa na Congo. Yango na lobi na yo rôle la biso société civile ezali ya ko poussa l'état congolais à sala yango. A maloba estika la maloba te. Biso musana biso eza plaidoyer. Mais biso tozate to chango biso ndem tu to voter ba loi te. Biso rôle na biso ezali ya ko pousser pour que l'état congolais a une décision ya ko tiande ba commission vérité et réconciliation wana na a sala ba voter parlement voter à sali musala nae et puis ekei liboso mbanoni ni pour na RDC sala et vendre sa justice traditionnelle na RDC. Mais il faut attendre parce que processus de justice traditionnelle zaramulaï et ko il faut 10 ans. Et zo attend et ça le monter go sali on ka mamo lelo yebi mamo vérité. Il faut pas ça la banquette. C'est-à-dire commission wana ego chama ego kinena ba province union surtout ba crime salemaki koyoka ba victime et puis après na suka nango ba sali rapport. Tant ba sali rapport et puis ba décider sur elo ni négocia après. Ba réparation egoya ba sali pe fond ezapé ego salapé fond wana o permettre nini pour na ko sala ba hôpitaux pour na ko sala ba mémorial ndeki tolubaki mboko yo tozawa ata journée mon côté pour na ba victime ya mboka na biso journée chômée
Tout ça, on a une journée pour les héros nationaux. Toujours respecté. Et ça, et là, comme on a malamu. Mais, Congo peut faut la peine à journée pour les victimes. Et vous allez écouter là, comme on a malamu pour les victimes, bazo kanitsape bango. Professeur Tokomo Ingela Nasuka, elo nini ba téléspectateurs o balandi biso bako kanga bako simba ya mutuya ya nyonso to sololi likolo ya justice transitionnelle. Elo ko bako kanga ezali que justice transitionnelle ezali eloko moko ya mutuya pona mboka oyo ekanisaka passer nango te et comme rappelle eza na possibilité ya revivre passer nango. Professeur moko banda loba tout passe sauf le passé. C'est-à-dire, un moment, il faut tous à la paix, dans ma casse, il y a la paix passée dans biso. Sauf que le big, tout le monde a passé dans biso, il y a pas si. Alors que, tout le monde a mité, manabango, ils en a pas si. Ils ont malamuté. Il faut tout la cima, tout la passé dans biso, tout résoudre le passé dans biso, pour tout la futur. Et Congolais, nous avons invité à travers l'émission, Congolais, nous avons Azali, à s'impliquer pour que justice transitionnelle esa manaka tamboko toyeba maeleka ki na mboko yo toko kende liboso ka te bongo sa toyeba o elekaki pona biso pona société civile eza eloko motuya. Professeur, nous atteignons déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce que nous avons échangé sur la justice transitionnelle dans cette émission de Deadline? Pour moi, je pense qu'il est temps, plus que temps, qu'on passe de la parole aux actes. Ça veut dire que comme il y a une option qui a été prise au niveau de la présidence pour mettre en place les mécanismes de justice transitionnelle, il faut que le nouveau gouvernement qui va venir puisse préparer ces projets de loi pour la commission Vérité et Réconciliation, puisse aussi soutenir cette idée du chef de l'État pour la justice transitionnelle. Ce serait vraiment faire justice à toutes ces victimes congolaises qui n'attendent une seule chose, la possibilité de dire ce qu'elles ont vécu comme atrocité, la possibilité pour elles d'avoir des réparations par rapport aux préjudices qu'elles ont subis parce que l'État n'a pas pu protéger ses propres nationaux. Vous comprenez? Il s'agit de la responsabilité de protéger de l'État. Et comme l'État a été défaillant et n'a pas pu protéger ses nationaux, il est temps que ces victimes puissent être réparées. Voilà mon dernier. Professeur, nous allons terminer une toute dernière question. Si par exemple il arrivait que la commission soit mise en place, quel genre de profil pour gérer cette commission? Qui sont les membres? Une très bonne question. Pour nous, on a été clair. Il ne faudrait pas que tous ces gens qui ont trempé dans les commissions des crimes se retrouvent dans cette commission. La commission doit être dirigée par les gens de la société civile, par le membre de la société civile, avec des personnes, de hautes personnes, des personnes qui ont une probité intellectuelle et morale. Donc, on doit mettre de côté tous les anciens, tous les belligérants, parce qu'aujourd'hui, même ces personnes se retrouvent encore dans les institutions. Donc, la commission doit être gérée par des gens venant de la société civile. Par exemple, Dr Mukwege, Monseigneur Ambongo, par exemple. Et le profil sera décidé au moment opportun, mais je pense que pour nous, l'idée, c'est que ça soit dirigé par des personnes venant de la société civile, pas les politiques. Vous savez, dans ces pays, quand on mélange le politique, ça devient des intérêts. Je pense qu'il y a un moment pour cette commission, si on ne veut pas que ce processus soit politisé, parce que le paradoxe avec la justice transitionnelle, c'est quoi? D'un côté, vous avez besoin du politique, parce qu'ils doivent avoir cette volonté pour mettre en place, mais de l'autre côté, un processus qui est très politisé va aller à l'échec. Mais maintenant, il faut l'acceptation de ces dirigeants, de ce profil. Mais on a besoin de ces... Pour le profil de personnes. Oui, oui. Mais vous savez que nous avons des éminentes personnalités dans ces pays. Hein? Vous n'allez pas focaliser l'attention uniquement sur un seul individu. Le Congo a des valeurs dans ces pays. Et je pense qu'on va trouver ces personnes qui peuvent diriger cette commission et que cette commission fasse son travail jusqu'à la fin. Un grand merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Vous nous avez raté ce soir, rattrapez-vous sur toutes nos plateformes de rediffusion. Nous avons reçu pour vous, dans ce magazine, nouveau numéro du magazine Deadline, le professeur Eugène Bakamabope, docteur en droit de l'université d'Aix-Marseille en France, président du Club des Amis du droit du Congo, membre du groupe d'experts africains
sur la justice pénale internationale. Nous avons abordé la question de la justice transitionnelle en RDC. Quels sont les mécanismes pour mettre en œuvre la justice transitionnelle dans notre pays? Merci de nous avoir suivis. Un grand merci au professeur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.